T'as quelque chose de changé, mais je saurais pas dire quoi. Je vois pas, c'est très bizarre. Elle a des jambes! Tu le vois pas? Bonjour à toutes et à tous, c'est Judith et aujourd'hui je viens vous parler de la plus poissonneuse des histoires d'amour, puisque c'est l'heure de faire la critique du remake live action de La Petite Sirène. Vous le savez, depuis plusieurs années, et en fait depuis que Tim Burton a fait un méga carton avec sa version d'Alice au Pays des Merveilles commandée par Disney en 2010, le studio a entrepris une vaste campagne de remake en prise de vue réelle de ses grands classiques. Alors le résultat n'est pas toujours à la hauteur, c'est le moins qu'on puisse dire, et on est en droit de se demander, au vu des dernières recettes connues de ces films, si ça vaut encore le coup de faire ça. Mais à ce sujet-là, je vous renvoie vers la vidéo de Déborah qui explique tout ça très bien et plus en détail. En tout cas, ces jours-ci, c'est au tour de La Petite Sirène de faire un comeback en live action, et lui, il sort bien au cinéma, contrairement à pas mal des dernières productions Disney qui sortaient maintenant exclusivement sur Disney+. Avant de vous raconter un petit peu ce que j'ai pensé du film, revenons un peu aux origines de la chose. La Petite Sirène, c'est avant tout un conte de l'écrivain danois Hans Christian Andersen, paru en 1837. Il y est question d'une petite sirène qui, après avoir sauvé un beau prince d'un naufrage, apprend que les hommes vivent beaucoup moins longtemps que les sirènes, mais possèdent une âme éternelle. Ça lui fait vachement envie, et comme la seule solution c'est de se faire aimer d'un homme, elle décide d'aller draguer le prince qui ne quitte plus ses pensées. Alors vous connaissez Disney et leur fâcheuse tendance à édulcorer à fond des contes au départ extrêmement cruels, et bien évidemment c'est le cas ici, puisque dans la version d'Andersen, la sorcière des mers prive la sirène de sa voix en lui coupant la langue, et lui donne des jambes qui lui donnent la sensation de marcher sur des lames aiguisées dès qu'elle fait un pas. À la fin, le prince est très attaché à la sirène, mais il tombe amoureux d'une jeune femme, celle qu'il a trouvée sur le rivage après que la sirène l'a eu sauvé, en pensant que c'est en fait cette jeune femme justement qu'il avait sortie de l'eau. Mais évidemment, la sirène ne peut pas expliquer la vérité, parce que bon... Bref, le seul moyen pour elle de ne pas se transformer en écume suite à son échec, c'est de tuer le prince. Elle pourrait redevenir sirène et rejoindre ses sœurs. Sauf qu'elle aime trop le prince et décide de se laisser mourir après lui avoir déposé un baiser sur la joue pendant qu'il dormait. Et voilà, on rigole bien. Bon, mais alors pourquoi je vous raconte tout ça pour vous parler de la version de 2023, alors que c'est un remake du film d'animation de 1999, déjà largement adouci pour le grand public et les enfants? Eh bien c'est parce que dans cette nouvelle version, il y a de bonnes choses, si je vous assure, même si ça va pas durer longtemps, et parmi ces bonnes choses, il faut citer le début du film. Ça commence avec un carton affichant une citation du conte qui dit « Une sirène n'a point de larmes et son cœur en souffre davantage ». On part donc sur un lien plus affirmé avec le conte d'origine, et c'est cool, d'autant que cette phrase de jeune émo torturé peut laisser espérer un aspect plus tragique, plus sombre, ou au moins un apport dans la mythologie des sirènes, avec cette histoire de larmes inexistantes mais de souffrances plus intenses. Bon, malheureusement, le truc des larmes et de la souffrance, ça ne sera pas vraiment utilisé. Ça m'a beaucoup déçu parce que j'aime les trucs de jeunes émo torturés. Mais bref, suite à cette phrase, le film enchaîne avec la séquence d'ouverture qui, comme dans le film d'animation, se passe à bord d'un bateau. Sauf qu'ici, au lieu de pêcher des poissons, les marins sont persuadés d'apercevoir une sirène sous l'eau et tentent carrément de la tuer à grands coups de harpon, avant de s'apercevoir qu'il ne s'agit en fait qu'un dauphin. Il ne tue pas le dauphin, rassurez-vous. Eh bien, le ton de cette séquence, qui commence direct sur des marins en train d'essayer d'embrocher une sirène, ça laisse encore plus penser que le film va assumer un côté sombre et peut-être même parler de la tendance destructrice des hommes envers la nature et les espèces non humaines. Dans le film d'animation, la transition était faite avec un poisson qui échappe aux pêcheurs sur le bateau et qui replongeait dans la mer. Là, soulagé, il retrouvait le monde marin qu'on découvrait à travers plusieurs images de baleines, d'anémones, etc., jusqu'à enfin trouver des sirènes. L'idée c'était de partir de ce qu'on connaît, nous, humains à la surface, et grâce à l'intermédiaire du regard du poisson, nous faire découvrir la vie sous-marine jusqu'à l'émerveillement de la révélation des sirènes. Ici c'est la même idée, mais cette fois, au lieu de suivre un poisson, on suit une longue vue tombée à l'eau qui va couler et rencontrer la route d'un tas de bestioles. C'est assez malin aussi, comme manière de symboliser la manière dont des indices du monde humain peuvent parvenir au fond des mers jusqu'à Ariel qui les collectionne, tout en nous faisant découvrir au passage le monde sous-marin. Le concept du film original est respecté, mais tout de même adapté pour faire quelque chose d'un peu nouveau et pas inintéressant. Dans les bons points que je veux attribuer au film aussi, il y a le fait que l'écriture ait été réadaptée pour ne pas axer toute l'histoire sur l'objectif du mariage. Fondamentalement, ça change pas grand chose, parce qu'il faut quand même réussir à échanger un baiser d'amour véritable, tout ça, mais contrairement à beaucoup de Disney classiques, on n'est plus dans l'idée que l'institution du mariage en elle-même, et un mariage en plus extrêmement jeune, est l'accomplissement absolu de l'histoire. Et il y a d'autres manières dont le film tente d'actualiser son discours. Par exemple, c'est appréciable de voir qu'il est presque autant question de la passion du prince Eric pour l'océan que de la passion d'Ariel pour le monde des humains. On nous raconte davantage l'histoire de deux personnages complémentaires et déjà fascinés l'une par l'autre avant de se rencontrer, que d'une dévotion totale et unilatérale d'une jeune fille envers celui qu'elle aime. Bref, il y a un rééquilibrage qui est plutôt bienvenu et qui rallonge un petit peu le récit.
Comme c'est un peu plus long, le film prend aussi davantage de temps de nous montrer un peu le château du prince, le village quand ils vont faire leur balade tous les deux, et en gros de développer l'univers terrestre quoi. Alors autant le monde sous-marin est complètement raté et on va y revenir, autant le look du château, les décors en dur avec une esthétique pensée autour de la faïence, la bibliothèque vertigineuse un peu comme dans La Belle et la Bête, tout ça c'est vraiment pas si mal. Il y a un univers cohérent et joli. Et dans le reste du royaume, on n'essaye pas du tout de situer l'histoire spécialement au Danemark, mais plutôt de créer un monde hybride et cosmopolite qui rappelle à la fois les Caraïbes, le Portugal et je sais pas quoi encore, mais en tout cas, ça crée un univers de contes hors du temps et des frontières. D'ailleurs, on sent qu'à partir du moment où l'histoire se passe sur Terre, le film reprend pied, si j'ose dire, et trouve un nouveau souffle qu'il n'avait pas au début. Il n'en devient pas bon, attention, mais disons qu'on arrive à mieux se faire une idée de ce qu'il aurait pu être. Quelques répliques un peu drôles, de jolies images, bon voilà quoi. Bon allez, ça suffit les conneries, j'ai fait plein de compliments, maintenant on va expliquer pourquoi malgré ses intentions louables, ce film est complètement et honteusement raté. Bon déjà pour revenir sur ce que je disais sur le fait qu'il fallait peut-être adopter un ton un peu plus sombre et un peu plus proche du conte, ça on oublie direct. L'impression donnée par la citation en ouverture et la première séquence est totalement fausse et le film baigne dans un océan de niaiseries tellement lisse qu'aucune émotion ne ressort plus qu'une autre, à aucun moment. Regardons par exemple la scène d'ouverture. Une fois qu'on a suivi le chemin de la fameuse longue vue qui coule, on finit par croiser quelques sirènes qui se baladent et semblent se diriger vers une grotte. Rappelez-vous, dans le film d'animation, en quelques images, on nous faisait découvrir le royaume des sirènes, on voyait une foule nager vers un château lumineux dans lequel se tenait une fête spéciale pour l'anniversaire d'Ariel. Ici, pas de château, pas de foule non plus, seulement 4 ou 5 sirènes dont la trajectoire n'est pas très lisible et semble mener vers une grotte qui n'a pas l'allure très royale. À l'intérieur, aucune cour, aucune célébration, seulement le roi Triton qui fait asseoir ses filles devant lui pour soi-disant fêter la lune de corail, une fête dont la signification n'est pas expliquée, et qui ressemble en fait juste à un repas de famille. Aucun indice sur la manière dont fonctionne ce monde, à quoi ressemble la population des sirènes en dehors du roi et de ses filles, et un décor d'une pauvreté affligeante. Le design des sirènes est lui aussi assez affligeant, en dehors de l'armure en nacre du roi. Les filles ont chacune un motif d'écaille différent qui lui couvre le corps, ce qu'on découvre au moment où elles sont énumérées à l'écran. Et ça donne l'impression qu'on assiste à la présentation d'une collection printemps-été chez le H&M des poissons. La séquence de la fameuse chanson Sous l'océan trahit aussi la pauvreté de la conception du monde sous-marin, où les couleurs sont ternes, la lumière est triste, à aucun moment on est émerveillé par les quelques étoiles de mer qui se tortillent, et franchement on comprend qu'Ariel veuille se barrer. Pareil avec la I Want Song d'Ariel, Partir là-bas. Cette séquence où l'on découvre sa cachette secrète remplie de trésors et où on comprend la puissance de sa passion pour le monde des humains. Dans le film d'animation, la mise en scène regorgeait d'idées pour rendre cette grotte majestueuse et mystérieuse et pour faire interagir Ariel avec ses objets de collection de plein de manières différentes. Ici, les meilleures idées de mise en scène sont abandonnées et la chorégraphie est très limitée. Encore une fois, aucune émotion ne se dégage de ce moment crucial du film. Des séquences ratées comme ça, il y en a plein, donc je vais pas toutes les énumérer, mais celle-ci est très représentative de la plupart des gros problèmes du film. La photographie, qui en plus d'être extrêmement grossière et laide, ne tente jamais réellement de faire croire que les personnages sont réellement entourés d'eau. Oui, leurs cheveux flottent vaguement, et il y a quelques petites particules vaseuses qui se baladent, mais tous les reflets sur la peau, les yeux, les ongles font complètement ressortir que les acteurs étaient 100% du temps à l'air libre, et le résultat empêche complètement l'immersion, si j'ose dire. À côté de ça, cette lubie du photoréalisme qui fait que Sébastien et Polochon ont des têtes juste gênantes, genre oui ils sont bien faits, on dirait vraiment un vrai crabe et un vrai poisson, mais à aucun moment ça semble cohérent de les voir parler et avoir un comportement humain. Il fallait peut-être trouver un entre-deux ou se débrouiller sans les faire parler, parce que là, encore une fois, il n'y a aucune logique à la conception même de ces personnages. Et alors Eureka, c'est plus un albatros, mais c'est un fou de bassan, je sais pas pourquoi, mais enfin bon, admettons, pourquoi pas. Pour terminer sur l'image, et je pourrais y passer des heures tellement c'est moche et qu'une telle paresse quand on a des moyens ça m'énerve, j'évoquerai juste globalement les effets numériques. Alors qui sont souvent catastrophiques. Les textures, encore une fois notamment sous l'eau, c'est trop laid, et je pense notamment aux queues de poisson des sirènes et au mouvement de leurs cheveux, mais ça vaut aussi pour plein de trucs. Et alors je pense que dans pas mal de séquences, le corps d'Ariel a été recréé numériquement et que le visage d'Hailey Bailey a été incrusté dessus, parce que j'aurais juré une ou deux fois avoir vu son visage bouger sur sa tête comme ça. Mais bon, tout ça, si vous avez déjà vu la bande-annonce, vous vous en doutiez un peu. Encore une fois, ça passe un peu mieux dans les séquences qui se passent sur la terre ferme, et encore heureux. Pour revenir un instant sur les chansons, c'est aussi assez terrible qu'il n'y ait plus aucune substance. Partir là-bas, c'est juste devenu une démonstration d'effets de voix hyper exagérés, où chaque note est prétexte à claquer des vibratos, et finalement on perd la beauté de la mélodie à force d'en faire des caisses. Il y a aussi de nouvelles chansons qui ont été ajoutées au répertoire original d'Alan Menken, et qui sont co-signées par Lin-Manuel Miranda, le compositeur des chansons de Vaiana et d'Encanto par exemple. Eh bien ces nouvelles chansons sont terriblement fades et souffrent horriblement de la comparaison avec les anciennes.
Je pense à la chanson du Prince Eric notamment, parce que c'était bien qu'il ait une chanson à lui, mais cette séquence est totalement vide, et il ne s'y passe rien, il se contente de braire des notes les unes après les autres dont il ressort à peine un semblant de mélodie. C'est plus gênant qu'autre chose. Et encore, si ce n'était que ça, mais le problème c'est aussi le mixage de la musique de manière générale. Les morceaux ont été très égalisés, et la moindre envolée lyrique est élaguée, les cuivres sonnent à peine, tout est extrêmement lisse et sans saveur, alors que les compos originales sont quand même géniales, et là on s'en rend même pas compte. C'est terrible. Mais de manière générale, on sent beaucoup que ce qui a été ajouté pour étoffer la narration du dessin animé est en fait raté, c'est là que ça pêche. Beaucoup de scènes ont été étirées pour avoir une temporalité plus réaliste que dans le film original, sauf qu'elles finissent par perdre complètement en tension et en saveur. Par exemple, la rencontre entre Ariel et Eric, qui avait lieu sur la plage lorsque la sirène devait faire comprendre au prince qu'elle n'avait plus de voix, et bien cette séquence a disparu. Alors qu'elle était efficace, marrante, touchante, là elle va être reconstruite en plusieurs substituts qui s'étalent et à la fin desquels Eric et Ariel s'échangent à peine un regard. Alors que c'est leur rencontre. Bref, c'est complètement anti-climax et on est constamment déçu de la manière dont ces build-up ramollissent complètement à force de s'étirer artificiellement. Le pire étant la toute fin, le happy ending, mais je n'en dirai rien pour que vous puissiez découvrir ça par vous-même. La manière dont ils ont systématiquement gâché ce que le dessin animé réussissait, c'est presque impressionnant. Bon, et en dernier lieu, parce que c'est pas non plus la peine de passer 3 heures à énumérer tout ce qui va pas dans un film nul, il faut quand même que je parle du personnage d'Ursula, lui aussi complètement symptomatique d'un film qui veut arrondir tous les angles et amenuire chaque proposition forte. Dans le film d'animation, Ursula c'est un personnage marquant et à part dans l'univers de Disney. C'est une femme grosse déjà, et qui expose et met en scène ses formes et sa sensualité. Le tout avec une énergie très queer parce qu'elle a été conçue à partir de la drag queen appelée Divine. Et c'est au cœur de l'écriture du personnage, cette tension sexuelle très présente, prédatrice et qui s'exprime avec une sorte de fluidité des genres, entre les moments où on insiste sur ses parures traditionnellement dites féminines, comme lorsqu'elle se met du rouge à lèvres, et à la fin, au contraire, quand elle a une grosse voix très masculine. Dans le film, elle est interprétée par Melissa McCarthy, et déjà son corps est en grande partie gommé. Sa robe, ou en tout cas sa peau de pieuvre, lui recouvre presque entièrement le corps, et elle est toujours filmée dans un environnement noir dans lequel on ne voit pas sa silhouette. Donc adieu les formes qui se dandinent de manière provocante pour caractériser ce personnage de tentatrice subversive. Dans la même idée, on oublie aussi le fameux passage où Ursula va se saisir de la voix d'Ariel avec des mains décharnées qui apparaissent et s'approchent de la sirène. Là encore, on évite les images un tantinet suggestives ou effrayantes. Il en va de même pour un des passages que je trouvais le plus réussi dans le film original, la transformation d'Ursula lors du mariage, quand elle passe de son apparence de jeune femme à sa véritable apparence. Dans le dessin animé, vous avez cette contre-plongée dans laquelle on voit ses tentacules déborder et déchirer la robe, se répandre vraiment comme un corps monstrueux, pour ensuite la voir se précipiter à 4 pattes vers Ariel. L'effet était saisissant, la mise en scène géniale, et encore une fois, ici il en reste rien. Ursula reste le meilleur personnage du film, je pense, à part le chien, mais il n'en est pas moins très frustrant quand on voit la manière dont ils ont raboté tout ce qui dépassait pour ne livrer qu'un timide ersatz du personnage d'origine. Bref, la politique puritaine du tout lisse, tout propre, tout moche est encore reine chez Disney, et c'est un très triste constat. Voilà, je pense que je vous ai résumé l'essentiel de ce que j'avais à vous dire sur le film. Bien sûr, on pourrait encore en parler longuement. La scène où Ariel chante sur le rocher, ça va pas. Les relations avec le roi Triton, ça va pas. Et Javier Bardem, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas contre lui, mais il est parfaitement ridicule dans ce rôle. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas trop parlé du casting, mais Ali Bailey et Jonah Hauer-King, ils sont jeunes, ils sont mignons, voilà, mais ils ont à la fois rien à jouer et en même temps ils le surjouent quand même, comme s'il fallait tout caricaturer pour les enfants. Mais le résultat est pas génial. Enfin, j'ai dit que j'arrêtais. Encore une fois, je ne veux pas détailler tout ce qui ne va pas, sinon on est encore là demain. Mais maintenant, la question, c'est de savoir si cette soupe numérique de poissons fera regrimper les chiffres de Disney en salle. Si oui, est-ce qu'ils recommenceront à distribuer des films sur grand écran? Et sinon, est-ce que l'intégralité de leurs prochaines sorties se feront toujours sur Disney+? Est-ce que le public va manifester un réel mécontentement face à ce manque criant de qualité? Ou est-ce que les nostalgiques et les enfants y trouveront leur compte? Pour avoir la réponse à ces questions, il faudra attendre un petit peu. En attendant, moi je vous laisse sur une question qui m'énerve depuis longtemps. Pourquoi, quand on représente une sirène, on lui met une queue de poisson, mais on fait battre la queue dans ce sens-là, comme un cétacé? Alors qu'un poisson, avec une queue comme les sirènes, c'est toujours implanté verticalement, et ça bat comme ça. Alors ok, vous allez me dire, ça rappelle davantage les mouvements d'une jambe humaine et les pliures des genoux, tout ça, mais je m'en fiche, ça n'a aucun sens anatomique et ça m'énerve. Et quand je commence à chercher des sens anatomiques aux sirènes, c'est que je suis déjà bien saoulée. Et en l'occurrence, c'était par ce film. Bref, à part ça, pour soutenir Écran Large et pour que vos critiques râleurs préférés puissent manger, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à faire un tour sur le site dont la plupart est en accès libre. Sinon, vous avez la formule payante, promis c'est pas cher, qui vous donne accès à des articles réservés aux abonnés. Mais le plus important, en ce moment, et ce qui nous ferait super plaisir, c'est si vous jetiez une oreille à notre podcast, qu'on aimerait faire vivre longtemps encore.
Récemment, on y a parlé du règne du feu, d'Hans Zimmer, de Léa Seydoux, en tout cas des sujets variés pour parler à tout le monde et on espère que vous y trouverez votre bonheur. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Bref, merci de m'avoir écouté jusque-là et à très bientôt.